Corrigeons ensemble la page numéro 38, premier exercice. Coche l'opération qui permet de résoudre chaque problème. Donc ici, il n'y a pas besoin de faire l'opération, de calculer la réponse. Il faut juste dire quel calcul il faudrait faire pour répondre à la question. Première question. Combien pèse 9 pains de 0,340 g, sous-entendu 0,340 g chacun? Bon, et bien si vous avez le poids de un pain, il suffit de faire fois 9 pour avoir le poids de 9 pains. Donc là, bon, je pense que tout le monde avait trouvé qu'il s'agit de la multiplication. Ensuite, petit b, Morad a 6 notes dont la somme totale est 91,8 points. Quelle est sa moyenne? On avait vu ça rapidement quand on avait fait le chapitre sur les statistiques, vous savez, avec tous les diagrammes. Pour faire la moyenne, par exemple, de vos notes, en l'occurrence là, et ben vous devez additionner toutes vos notes et diviser par le nombre de notes qu'il y a. Par exemple, si vous avez eu un 7 et un 9, bah pour savoir la moyenne, vous allez faire 7 plus 9 et vous allez diviser par 2, ce qui vous donnera 8 de moyenne. Ici, si la somme de toutes les 6 notes lui donne 91,8, il faut encore diviser par 6, parce qu'il y a eu 6 notes, pour connaître la moyenne. Donc la bonne réponse, c'est 91,8 divisé par 6. Attention, c'est pas celle-là, hein. C'est bien la somme qu'on divise par 6 et pas le contraire. Petit c, Jérémy achète 3,2 kg d'abricots à 2,70 € le kilogramme. Ça, c'est un peu comme la toute première question. Vous aviez la masse de 1 pain, et ben on faisait x9 pour connaître la masse de 9 pains. Ici, vous avez le prix de 1 kg, le kilogramme ça veut dire 1 kg, et ben vous allez faire x 3,2 pour avoir le prix de 3,2 kg d'abricots. Donc multiplication encore une fois. Ça c'est assez classique, hein, le A et le C, il faut retenir. Quand on vous donne le prix de 1 quelque chose et que vous en voulez plusieurs, vous avez juste à multiplier. Ensuite, petit D, on en est là. Jessica raccourci, à la limite tout de suite, j'ai pas besoin de lire la suite, hein. Dès qu'on voit raccourci, ça veut dire que vous allez enlever quelque chose, et enlever, ça va forcément être une soustraction. Enfin quand même, on va lire, d'autant qu'il y a 2 soustractions là dans les possibilités. Elle raccourcit de 2,3 cm la longueur de sa jupe qui mesure 48,9 cm. Si au départ ça fait 48,9 et qu'on veut raccourcir de 2,3, c'est bien 48,9 le plus grand des deux nombres auquel on enlève 2,3. Donc c'est la première réponse qui est la bonne. De toute façon, vous ne pouvez pas faire 2,3 moins 48,9. Toujours le plus grand des deux nombres doit être en premier dans une soustraction. Sauf à partir de la cinquième, mais on n'y est pas encore. En 2016, la population mondiale est estimée à 7,4 milliards d'habitants. Dans 10 ans, on prévoit qu'elle aura augmenté de 0,8 milliards. Quelle serait la population mondiale en 2026? Aujourd'hui, c'était en 2016, on a 7,4 milliards. On va rajouter 0,8 milliards puisque ça va augmenter. Il s'agit donc de cette addition. Là par contre, vous avez le droit, hein, si jamais ils avaient mis les deux possibilités, vous avez le droit de faire dans les deux sens, puisqu'on a vu que pour une addition, vous avez le droit de mettre les termes dans l'ordre de votre choix. Donc 7,4 plus 0,8, c'est la même chose que 0,8 plus 7,4. Voilà, deuxième exercice. Il faut cette fois-ci cocher la question qui peut être résolue. Alors, un wagon pèse 5,5 tonnes à vide et on y met 40 quintaux de charbon. Avant qu'on résolve cet exercice, je voulais vous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est les quintaux, qu'est-ce que c'est les tonnes, puisqu'on en avait parlé très rapidement en classe et je suis pas sûr que tout le monde ait compris. Donc je vous ai préparé un petit tableau des unités, vous le connaissez, hein, et j'ai déjà placé l'unité principale dedans qui est le gramme. Ensuite, vous savez que dès qu'on va vers la droite, ça devient plus petit. 10 fois plus petit que les grammes, vous aurez les décagrammes. 100 fois plus petit que les grammes, vous aurez les centigrammes. Et 1000 fois plus petit, vous aurez les milligrammes. Et je rajoute l'unité principale. Décigrammes, centigrammes, milligrammes. Je répète, ça, c'est 10 fois plus petit que les grammes. Ça, c'est 100 fois plus petit que les grammes. Et ça, c'est 1000 fois plus petit que les grammes. De l'autre côté, vous connaissez également, quand ça devient 10 fois plus grand, c'est un peu comme des dizaines de grammes, ça s'appellera des décagrammes. Les centaines de grammes, ça va s'appeler des hectogrammes. Et les milliers de grammes, ça va s'appeler des kilogrammes. Là aussi, je vais rajouter l'unité principale. Vous pouvez faire ça avec des grammes, avec des mètres, avec des euros, tout ce que vous voulez. À chaque fois, vous pourrez rajouter,
Quand c'est 10 fois plus petit, un petit d qui veut dire déci. Quand c'est 100 fois plus petit, un petit c qui veut dire centi. Et quand c'est 1000 fois plus petit, un petit m qui veut dire milli. Donc en gros, les décigrammes, c'est des dixièmes de grammes. Ici, vous avez des centièmes de grammes. Ici, vous avez des millièmes de grammes. Ici, vous avez des dizaines de grammes. Ici, vous avez des centaines de grammes. Et ici, vous avez des milliers de grammes. Donc 1 kg, par exemple, c'est 1000 grammes. Hein. Je vous rappelle comment ça marche. 1 kg, bah, vous mettez le 1 dans kilogramme. La virgule, pour l'instant, est ici. Si je veux le convertir en grammes, je mets la virgule là, j'enlève celle-là, et je rajoute tous les zéros qui manquent. On voit bien donc que 1 kg, c'est pareil que 1000 grammes. Où je voulais en venir, les quintaux, je vais vous l'écrire, est-ce que j'ai pas eu d'autres couleurs? Si, je vais vous l'écrire juste au-dessus. Un quintal, ça se note juste avec la lettre Q, et un quintal, c'est la même chose que 100 kg. Alors, voyons voir où ça se trouve du coup dans le tableau. Les kilogrammes, ils sont ici, donc si je veux écrire 100 kg, je commence en mettant le chiffre des unités ici, puis le chiffre des dizaines, puis le chiffre des centaines. Donc 100 kg, ça s'écrit comme ça. Et bien puisque 1 quintal, c'est la même chose que 100 kg, le 1, lui, se trouve bien dans la colonne des quintaux. Donc voilà où ça se trouve, si jamais vous voulez prolonger le tableau des unités de masse, 2 rangées plus loin, en allant vers les grandes unités, 2 rangées plus loin que les kilogrammes, vous avez donc les quintaux. Et de la même façon, je peux aussi vous indiquer que une tonne, ça s'écrit juste avec la lettre T, c'est la même chose que 1000 kilogrammes. Bah exactement de la même manière, je vais partir des kilogrammes et mettre le chiffre des unités, dizaines, centaines, milliers, et donc 1000 kilogrammes, ça s'écrit comme ça. Où se trouve le 1? Il se trouve ici, dans cette colonne-là, qu'on va appeler la colonne des tonnes. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était pour vous expliquer ce que signifient le mot tonne et le mot quintal. Ce sont toutes les deux des unités de masse. Je reviens à l'exercice. On en était au premier du 2. Donc, à la limite, peu importe les nombres, hein, parce que ici on vous demande juste de savoir à quelle question on pourrait répondre, on ne va pas vous demander de trouver véritablement la réponse chiffrée, mais en tout cas vous avez ici que des unités de masse. Hein. On vous donne la masse du wagon à vide, 5,5 tonnes, et la masse du charbon qu'on met dedans, 40 quintaux. Quintal au pluriel, ça fait quintaux. Est-ce qu'on va pouvoir trouver le prix d'un quintal de charbon? Certainement pas, parce qu'il n'y a absolument aucune indication de prix dans l'énoncé. Est-ce qu'on va pouvoir trouver combien de temps il faut pour charger le wagon? Non plus, il n'y a absolument aucune indication de temps dans l'énoncé. Donc par élimination, on sait déjà que c'est la dernière réponse, qui est combien pèse le wagon après chargement? Bah oui, si vous savez combien il pèse à vide, vous allez rajouter les 40 quintaux de charbon en faisant une addition, et vous pourrez connaître le chargement après, la masse de tout ça après le chargement du wagon. B. Luc achète 5,89 kg de tomates à 1,96 € le kilo. Peut-être vous reconnaissez qu'il s'agit exactement de la même chose que ce qu'on avait vu ici pour les abricots, ou même là pour les pins. Vous avez le prix de 1 kg de tomates qui coûte 1,96 €, et vous voulez savoir le prix de 5,89 kg de tomates. On va forcément multiplier les deux, puis j'ai déjà donné la réponse. Combien ont coûté les tomates? Voilà, c'est ça. Vous pouvez pas savoir combien de tomates il a acheté. Hein. C'est pas parce que vous savez qu'il y a 5,89 kg de tomates que vous savez combien il y a de tomates. Hein. Elles peuvent être grosses, elles peuvent être petites. Je sais pas combien il faut de tomates pour faire 5,89 kg de tomates. Il n'y a aucune indication sur ça dans l'énoncé. Et combien pèse une tomate, c'est la même chose. Si vous connaissez pas le nombre de tomates, vous pourrez pas trouver combien pèse une tomate. Ensuite, on passe au C. Je remonte un petit peu. On partage une ficelle de 2,38 mètres en 4 morceaux de même longueur. Alors ça maintenant vous devez savoir, hein. Partager en morceaux équitables, en parts égales, vous savez que ça va être une division. Et est-ce qu'on peut trouver combien pèse le mètre de ficelle? Certainement pas, il n'y a aucune indication sur les masses. Quelle est la longueur de chaque morceau? Bah oui, puisqu'on va diviser par 4 la longueur de la ficelle en tout, bah on va donc pouvoir trouver la longueur d'un morceau quand on aura fait la division par 4. Et enfin, combien coûte le mètre de ficelle? Il n'y a aucune indication sur le prix. Enfin, dernière question. Un pouce anglais vaut environ 25,4 mm.
Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, je crois qu'on en avait parlé quand on avait fait le cours sur les périmètres. Il y a des pieds et des pouces comme unité de longueur en Angleterre et dans les pays anglo-saxons de façon générale. Est-ce que du coup vous allez pouvoir convertir 78,5 pouces en mètres? Bah, absolument. À partir du moment où vous savez 1 pouce combien ça fait de millimètres, vous pouvez savoir 78,5 pouces combien ça fait de millimètres. Et si vous savez combien ça fait de millimètres, vous pourrez utiliser à nouveau le tableau des unités pour savoir combien ça fait de mètres. Donc ça, c'est possible. Combien de centimètres mesure ton pouce? N'importe quoi. Enfin, à la limite, vous le mesurez avec une règle si vous voulez, mais c'est pas en vous parlant de l'unité de mesure en Angleterre que vous allez pouvoir mesurer la taille de votre pouce. Et enfin, converti 2 pieds en pouces, il n'y a rien qui parle de pied dans l'énoncé, je sais pas combien ça fait un pied en pouces, je pourrais pas répondre à la question. Voilà. On passe au dernier exercice. On vous demande cette fois-ci d'associer le bon calcul à chaque énoncé et ensuite d'effectuer le calcul. Donc jusque-là, dans la première colonne, on n'a pas effectué de calcul. Ici, on va enfin les faire. Premier énoncé. Malcolm achète 2 magazines à 3,70 € pièce. Pièce, je pense que vous avez compris ce que ça veut dire. Pièce, ça veut dire une unité. Ça veut dire 1. Donc un magazine coûte 3,70 €. Malcolm, il en achète 2. Donc déjà, vous allez forcément avoir à faire 2 fois 3,70 €. Ça va être le prix des 2 magazines. Il achète également 2 journaux à 1,50 € pièce. Donc de nouveau, 1,50 € pièce, ça veut dire un journal coûte 1,50 €. Il en achète 2, donc il faudra faire 2 fois 1,50 €. Vous pouvez calculer 2 fois 3,70 €, ce qui va nous faire 7,40 €. Vous pouvez calculer 2 fois 1,50 €, ce qui fait 3 €. Et ensuite, puisqu'on vous demande de trouver combien il va payer au total, on va mettre ensemble le 7,40 € plus 3 € et on va trouver qu'il paye 10,40 €. On a la bonne réponse. Mais ça ne correspond pas tout à fait à ce qui est écrit dans les 4 propositions en haut, puisque vous avez vu que eux, ils essayent de vous placer des longs calculs avec des parenthèses dedans. Mais en fait, c'est la même chose que ce qu'on a fait là. Plutôt que de découper mon calcul en 3 petits calculs, une multiplication par 2 pour les magazines, une multiplication par 2 pour les journaux, et une addition pour trouver le prix final, on va essayer de tout faire en une seule fois. Donc, on doit faire 2 fois 3,70 €, on doit faire 2 fois 1,50 € et je dois ensuite additionner les deux résultats que j'ai trouvés. Et ben autant tout écrire en une seule ligne. Sauf que là, on s'y perd un petit peu. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Est-ce qu'il faut faire 2 fois 3,70? Est-ce qu'il faut faire 3,70 plus 2? Il y a un peu des opérations dans tous les sens. Pour mettre de l'ordre dans tout ça, ils ont choisi d'utiliser des parenthèses. Si on met des parenthèses autour de cette multiplication et de cette multiplication, on comprend que c'est les deux opérations qu'il faut faire en premier. Et ensuite, à la fin, on va faire l'opération qui ne se trouve pas entre parenthèses, qui n'est donc pas prioritaire, ce sera l'addition. Donc si on fait ça, ça va donner exactement la même chose. 2 fois 3,70, on avait dit que ça fait 7,40. Plus, j'y touche pas au plus, donc je le remets pour l'instant. Par contre, ce qu'on va faire, c'est l'opération ici entre parenthèses. 2 fois 1,50, ça fait 3. Et donc enfin, 7,40 plus 3, ça va bien nous donner 10,40 € que j'encadre, parce que cette fois-ci c'est la réponse finale, en tout. Alors vous ferez une meilleure phrase que moi, j'ai plus trop de place. Donc une phrase du style au total, Malcolm payera 10,40 €. D'accord? Ensuite, petit b. Je ne vais pas faire cette fois-ci les petits calculs du début, je vais directement essayer d'écrire ce qu'ils attendent, c'est-à-dire l'expression à calculer avec des parenthèses. Petit b. Corinne achète 2 kg de cerises à 3,70 € le kilo et un melon à 1,50 € l'unité. On peut déjà deviner les opérations qu'il va y avoir là. 2 kg de cerises à 3,70 € le kilo, maintenant vous savez que ça va donner une multiplication, et un melon. Franchement, ce « et » là, vous sentez aussi que ça va donner une addition, un plus. Allons-y, combien elle paye? On vient de dire qu'il y a 2 kg, donc il y aura 2 fois 3,70 € plus un melon à rajouter.
1,50. Qu'est-ce qu'il faut calculer là en premier? Est-ce qu'on va d'abord faire 2 fois 3,70 ou est-ce qu'on doit faire 3,70 plus 1,50? Ça n'a aucun sens de faire 3,70 plus 1,50. Pourquoi j'additionnerais le prix d'un kilo de cerises avec le prix d'un melon? Non, d'abord je vais calculer le prix de toutes les cerises, je le fais x2 parce qu'il y a 2 kilos, et seulement après, quand j'ai terminé le calcul entre parenthèses, j'ajoute 1,50 € pour le melon. C'est parti. 2 fois 3,70 €, on l'a déjà calculé, ça fait 7,40 plus 1,50 €. Il n'y a plus qu'à faire ce calcul-là, ça fait 8,90 €. Cette fois-ci, j'ai un petit peu plus de place pour faire la phrase, et on peut écrire que Corinne doit payer, ou a payé, 8,90 € donc pour les cerises et le melon. On continue. Petit C. Nathalie a 3,70 €. Elle achète 2 boissons à 1,50 € pièce. Combien lui reste-t-il? Attention, on ne vous demande pas cette fois-ci combien elle doit payer. Si on vous demande juste ce qu'elle doit payer, il faudrait juste calculer le prix de 2 boissons. À nouveau, on vous donne le prix d'une boisson, pièce, donc une unité. Ça veut dire que vous allez devoir faire une multiplication. Donc 2 boissons à 1,50 €, ça fait 2 fois 1,50. Ça va redonner 3 €, on l'a déjà vu tout à l'heure. Mais n'oubliez pas que pour l'instant, j'essaye de faire les calculs en utilisant des parenthèses et sans faire des petits calculs comme ça à la suite petit à petit. Donc ça, c'est uniquement ce qu'elle doit payer. Elle a 3,70 € et vous voulez savoir combien il va lui rester. Si vous voulez savoir ce qui reste, il faut faire une soustraction entre ce qu'elle a et ce qu'elle doit payer. Donc ce qu'elle a, c'est 3,70 et on doit enlever ce qu'elle paye. Ce qu'elle paye, c'est 2 fois 1,50 €. Vous n'êtes pas en train d'enlever 2, vous êtes en train d'enlever 2 fois 1,50 €. Tout ça. Donc il faut le mettre entre parenthèses. Attention, ne tombez pas dans le piège de faire 2 fois 1,50 € moins 3,70 €. C'est toujours le plus grand en premier, moins ce qu'on enlève. Et ici, la somme totale, c'est 3,70 €. Égal. Le 3,70 € là, j'y touche pas, puisqu'il n'est pas dans la parenthèse. Ce que je calcule d'abord, c'est ça. 2 fois 1,50 €, ça fait 3. 3,70 moins 3, ça fait 0,70 €. 0,70 €, vous pouvez aussi dire que ça fait 60 centimes d'euros. C'est la même chose. Et petite phrase réponse, il reste, c'est pas ce qu'elle doit payer, c'est vraiment ce qui lui reste. Donc il reste 0,70 € à Nathalie. Et voilà. Il nous reste plus qu'une dernière question. Denis partage équitablement entre ses deux filles les 3,70 € de monnaie qu'il possède. Stop, on s'arrête là. Partage équitablement, vous savez qu'il y aura une division à faire. Donc je vais même commencer par ça. 3,70, on va le diviser par 2. Ici, on a le droit d'utiliser ce symbole pour la division, parce que vous savez que ce n'est pas une division euclidienne, c'est bien une division décimale, il y a des virgules, on ne va pas avoir de reste ou je ne sais quoi, on va vraiment tout partager entre les deux filles. Donc division décimale, on peut utiliser ce symbole. Donc ça, 3,70 divisé par 2, c'est ce qu'aura chacune des deux filles. Maintenant, on s'intéresse à l'une des deux qui, en plus, va acheter une pâtisserie à 1,50 avec ce qu'elle a eu. Ce qu'elle a eu, je viens de dire, c'est ça. Si elle achète une pâtisserie, on va donc retirer 1,50 €, parce que du coup, elle va perdre ces 1,50 € qu'elle va payer pour avoir la pâtisserie, et nous obtiendrons bien combien d'argent reste-t-il alors à cette dernière. Ce sera bien la réponse de cette soustraction. À nouveau, attention, où on va mettre les parenthèses. Est-ce qu'on fait 2 moins 1,50 €? Pas du tout. On va d'abord calculer combien d'argent elle a en faisant 3,70 divisé par 2. Et ce résultat, l'argent qu'elle a, on va lui soustraire les 1,50 € de la pâtisserie. 3,70 divisé par 2, ça doit faire 1,85. Et ensuite, donc, on soustrait les 1,50 €. Il reste 0,35 €. De nouveau, 0,35 €, vous pouvez dire que ça fait 35 centimes d'euros. Petite phrase, donc c'est Denis qui partage, etc. Alors c'est pas Denis l'argent, c'est combien d'argent il reste à cette dernière, une fois qu'elle aura payé sa pâtisserie.
il lui reste 0,35 euros. J'ai pas tout à fait répondu à la question, puisque la question c'était d'associer le bon calcul à chaque énoncé. Donc il n'y a plus qu'à regarder maintenant à quoi ça correspond. Par exemple, le tout dernier, là, le D, c'était une division avec une soustraction derrière, c'est donc le B ici. Donc ça, c'est le calcul B. Ensuite, je remonte à l'envers, hein, le C, c'était 3,70 moins 2 fois, etc. Où il est celui-là, c'est le dernier, donc c'est le D. Ici, pour le petit b, on avait fait une multiplication plus 1,50 €, c'est là, c'est le A. Et enfin, par élimination, on a A, B, D, donc celui-là, ça devrait être le C, on va quand même vérifier. On avait fait 2 multiplications entre parenthèses suivies d'une addition, effectivement, le C, c'est bien les 2 multiplications suivies d'une addition. Et voilà, on a terminé cette page d'exercice.